Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit meuble là qui est derrière moi. Enfin, un petit meuble, c'est une armoire en chêne rustique. Elle n'est pas très vieille de fabrication, elle doit avoir peut-être une trentaine d'années, mais elle est faite avec la conception de meubles rustiques d'époque. Sur ce meuble, je vais vous parler essentiellement de la porte de ferrage ainsi que le système de fermeture. Voilà donc cette armoire. Elle est constituée donc de trois portes, deux petites, une grande, et puis un petit tiroir sur le côté. On peut voir d'ailleurs que ce tiroir, c'est une façade rapportée. Ici, on a une façade qui est rapportée. Et contrairement à mes vidéos que j'ai expliquées, ici, on a une fuyeur sur le dessous, ce qui n'est pas toujours, c'était pas toujours le cas à l'époque. Voilà. Et là, on n'a qu'une seule et grande queue de ronde. Alors, la porte, elle est montée avec un ferrage que l'on appelle fiche à lardée. C'est le même principe qu'une pommelle, c'est-à-dire qu'elle peut se démonter, on peut soulever la porte et ça se dégronde. Contrairement aux fiches à lacets, où je vais vous montrer ça un peu plus tard, tout à l'heure, où la porte n'est pas dégondable, on est obligé de la dévisser. Donc là, on a trois fiches à larder, une entrée de serrure avec une clé. Je vais l'ouvrir. Et on voit que la fiche à larder, en fait, le terme larder, ça veut dire que la partie de la quincaillerie rentre à l'intérieur du pied et une partie quincaillerie qui rentre à l'intérieur du montant. Voilà. Et donc on imagine qu'ici il y a une partie de métal qui rentre dans une mortaise. Cette partie de métal, il y a deux trous. Et dans ces trous, on vient loger. Alors nos anciens ils mettaient un clou, ça coûtait beaucoup moins cher. Hein. Ils ne se souciaient pas de savoir s'il fallait le démonter un jour ou pas. C'est pour ça qu'en restauration, on a tant de mal à les démonter, parce qu'il faut enlever le clou qui rouillait à l'intérieur du montant. Là, ce sont deux vis peut-être bombées qui ont été placées. Au moins, on peut les dévisser et pouvoir soit ajuster ou changer ou rectifier, intervenir sur la porte. Voilà. On voit qu'autour de la porte, il y a une feuillure. Donc ça, c'est nos anciens, ils ne maîtrisaient pas les épaisseurs de bois. Donc ils réalisaient, donc ils dégauchissaient le plat, le champ, et ça leur suffisait pour pouvoir réaliser les assemblages de nos mortaises, faire les coupes, la moulure, la rainure qui venait dedans. Et une fois qu'ils avaient fait ça, ils pouvaient assembler et couper donc ici le haut, affleurer toute la porte, et faire une feuillure. Et cette feuillure-là, ils mettaient donc la même épaisseur ici partout tout autour. Ce qui fait qu'une fois que la porte fermée, on a la même sortie sur la périphérie. Et si les planches étaient plus ou moins épaisses à l'intérieur, eh bien ici on avait une feuillure qui était plus ou moins importante. C'est pas grave, ils affleuraient l'intérieur et on accordait toujours moins d'importance à l'intérieur de la porte que l'extérieur, parce que la partie extérieure, c'est la partie esthétique. Pour pouvoir faire la mortaise à l'intérieur du pied et du montant de la porte, ils avaient un outil, une sorte de bédane, qui permettait de pouvoir faire une mortaise très fine. Là, ce qu'on peut faire de nos jours, avec une domino, si on a une domino de 5 mm, avec une petite mèche de 5, on peut faire donc la mortaise et après on rajoute une petite lamelle de bois pour pouvoir diminuer la largeur de la mortaise. Ce que faisaient aussi nos anciens à la toupie, donc avec une lame de scie circulaire, ils faisaient donc faire une entaille à la scie circulaire. Une fois que l'entaille était faite, après ils rajoutaient donc un petit bout de bois en haut et un petit bout de bois en bas pour boucher la mortaise. C'était pas très grave puisque la mortaise bouchée, elle était recouverte par la quincaillerie. Ce qui fait qu'on le voyait très très peu, ces petites pièces de bois qu'on appelle les philippos, pour boucher et ainsi créer la mortaise existante. Parce que faire une mortaise de 2 mm de cette largeur-là sur une profondeur de 2,5 cm, bon, c'est pas simple à faire. Ici, nous avons une serrure en applique. En applique, donc elle vient s'appliquer sur l'intérieur de l'arrière du montant. Et on voit que cette serrure elle est assez massive. On va en voir un peu plus bas tout à l'heure qu'il existe des serrures qui sont beaucoup moins larges. Et la distance que l'on a ici, là, entre le peigne et le montant, elle est assez importante, puisque une fois que la porte elle est fermée, ici, il va falloir faire une mortaise ou une entaille. Donc là, la quantité de bois qu'il y a ici est importante, parce que plus cette largeur-là est importante, plus la fermeture de la porte est sécurisée. Et quand on a une serrure en applique, il faut acheter la clé qui correspond. C'est-à-dire que généralement pour les serrures en applique, il faut une clé qui a une grande longueur.
Voilà. Si on prend une clé beaucoup trop petite, eh bien on ne pourra pas la rentrer à l'intérieur. La distance qu'il y a entre l'axe de la clé et le bord de la serrure s'appelle la broche. C'est-à-dire que si entre là et là j'ai 40 mm, on dit que c'est une serrure de droite, puisqu'elle est sur une porte de droite, broche à 40, puisqu'on aurait 40 mm entre là et là. Le choix de la broche est important parce qu'il faut la choisir de manière à ce que la porte, une fois fermée, la clé soit le plus au centre possible. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. On voit que l'entrée de serrure, elle n'est pas tout à fait centrée, elle est légèrement décalée vers la droite. Il aurait presque fallu prendre une serrure en applique dont la broche serait plus courte, peut-être de 5 mm. Ça aurait permis d'avoir l'entrée de serrure un peu plus centrée sur le montant. Donc pour pouvoir acheter la serrure qui va sur l'arrière de la porte, il faut dessiner le montant, qui est quand même assez large, avec la moulure extérieure qui est plus petite, même dans ce cas, hein, la moulure extérieure est plus petite que la moulure de la porte. Là, nous avons une moulure qui fait au moins 45 mm, donc elle est assez conséquente. Et le plat qui est ici, c'est sur ce plat-là que l'on va mettre l'entrée de serrure. Il faut connaître la largeur des deux moulures pour pouvoir définir le plat qu'il y a ici. Ainsi, mesurer la distance qu'il y a entre l'axe de la clé et le bord de la feuillure. Et ça va nous donner cette distance, la broche. Allez, je vais vous montrer un petit peu l'assemblage de la porte. C'est une porte donc à tonneau mortaise. Ici, on a une mortaise avec deux chevilles. Et là, on a une coupe d'onglet. Bon, là, il est à 45 degrés. Là, il est un peu moins de 45 degrés puisque nous avons un arc surbaissé. Et à l'intérieur de la porte, par contre, on n'a pas de coupe d'onglet. Donc là, on est dans une conception tonneau mortaise avec renversement d'onglet sur la façade, mais pas sur l'arrière. On voit que sur les côtés, j'aime bien le côté parce que c'est rare que les côtés soient autant travaillés. On a donc une plate-bande qui est travaillée comme ça, là. Et les montants et les traverses sont moulurés aussi avec un petit chanfrein. Et pour éviter d'avoir à faire des coupes d'onglets, ça demande quand même du travail, eh bien les chanfreins sont arrêtés et repris au ciseau avec une petite coupe comme ça à 45 degrés. Voilà, ça nous fait des côtés d'armoire assez jolis. Voilà, donc je vais vous présenter le meuble là qui est derrière moi. C'est un vaisselier rustique, certainement du 19e siècle, avec une conception massive très traditionnelle. Alors, donc ce buffet est constitué de deux petites portes en bas et deux tiroirs. Donc on va regarder plutôt les portes. Ici nous avons un ferrage à lacet. Alors contrairement à l'armoire que je vous ai montré là-haut où on avait deux fiches à larder, eh bien une fiche à lacet n'est pas dégondable. C'est-à-dire que si je veux enlever la porte du meuble, je suis obligé d'aller dévisser l'écrou qui est derrière cette partie métallique. En fait, là, on dirait que c'est une rondelle. En fait, c'est une tige de métal qui sort et qui enroule, qui enlace l'axe. C'est pour ça qu'on appelle ça une fiche à lacet. Et cette partie-là, donc une fois qu'elle tourne, et après elle rentre dans le pied, alors on va le voir à l'intérieur. Ici, à l'intérieur du pied, voilà, donc on a un écrou. C'est une tige qui traverse le pied et qui vient s'enrouler autour de l'axe ici. Et la partie verticale ici, nous avons deux lamelles de métal qui rentrent à l'intérieur de la porte, une en haut et une en bas. Et là, elle est coincée, maintenue dans la mortaise avec un clou. Donc là, le clou il dépasse. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des clous qui dépassent. Souvent, c'est des clous légèrement bombés. Ce genre de clou, on peut encore arriver à le décrocher, l'arracher avec une tenaille, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on voit donc le trou qui passe à travers le pied et la fiche à lacet est maintenue. Et ces genres de quincailleries sont délicates à placer et surtout embêtantes à régler. Si on a besoin de faire un réglage, on n'a pas tellement de mouvement, on n'a pas tellement de possibilités.
Je viens de vous montrer la fiche lacet. Et là, nous avons la serrure. Donc, c'est aussi une serrure en applique. Une serrure de grande dimension. Hein. C'est lui qui faisait les meubles, il commandait les quincailleries. Il n'avait pas toujours la serrure qui convenait. Mais là, on a quand même une serrure en applique. On voit que la broche, elle correspond assez bien à la largeur du montant. Voilà. L'entrée de serrure, elle est bien placée au milieu. Donc, la porte de droite, elle se condamne sur le montant central, et le montant central n'est pas fixé au meuble, mais il est fixé sur la porte de gauche. Et donc à l'intérieur, ici, on a une cocotte. Voilà, il y a un petit crochet qui vient se prendre dans cette partie métallique pour maintenir la porte fermée. Le petit crochet est derrière. Et une fois que l'on a la porte qui est prisonnière dans la cocotte, la porte de gauche, elle est prisonnière. Maintenant, je peux fermer la porte. La porte de droite se condamne sur le montant qui lui-même est condamné sur le meuble avec la petite cocotte qui est derrière. Là, on a un meuble, une construction un peu plus récente, mais un peu sur la même conception, avec une fiche à lacet. Voilà, les fiches à lacet que nous avons sur ce meuble correspondent plus aux fiches à lacet que l'on rencontre dans le commerce à l'heure actuelle. Voilà, avec toujours la petite patte qui vient larder à l'intérieur d'une mortaise sur le montant, 2 petites vis pour le condamner. Et là, on a le lacet qui est ici, et ici derrière, on a je ne sais pas si on arrive à le voir, on a un écrou pour le maintenir en place. La clé, entrée de serrure, et là on voit qu'elle est bien centrée sur le plat. Donc le choix de la broche correspond assez bien. Au niveau de la conception, sur l'assemblage de la porte, on voit que là, ici, nous avons une coupe d'onglet à l'arrière. Donc c'est une construction beaucoup plus moderne. Dans le temps, c'est comme la porte que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien l'arasement, elle aurait été droit, avec un ravancement d'onglet. Là, le ravancement d'onglet, il est sur le parement et sur le contre-parement. L'avantage de ces techniques, c'est que ça nous permet d'avoir ici un arasement qui est bien sur le même niveau. Nos anciens, eux, quand ils faisaient ce genre de travail, là on n'a pas de ravancement d'onglet. C'est-à-dire que là on a un arasement qui est en biais pour éviter d'avoir une coupe d'onglet. Comme ils faisaient ça à la main, ça leur faisait moins de travail de faire un arasement en biais plutôt que de faire une coupe d'onglet ici, un arasement droit. Nous, avec les machines que nous avons à l'atelier, cette conception-là est plus difficile à faire. Faire un arasement en biais, ça demande beaucoup plus de travail. C'est pour cette raison-là qu'on opte plus pour cette technique. Et puis c'est l'intérieur des portes. Voilà pour l'explication du ferrage de fiches à lacet.